Vous êtes sur les ondes de Radio Poker qui vous est présenté en collaboration avec princepoker.com. Voici votre animateur, Fred Forget. Hey, salut tout le monde et bienvenue. Écoutez, avant de commencer l'émission, j'espère que j'aimerais vous souhaiter joyeuse année, bonne année à tout le monde, à tous les joueurs de poker du Québec et ainsi qu'à leurs membres, famille, amis et tout le reste. Et j'espère que vous avez profité quand même du temps des fêtes pour vous reposer et refaire le plein. Si vous avez eu des vacances, j'espère que vous avez eu du temps de qualité avec vos proches. Mais si vous avez travaillé, j'espère que vous avez eu vos temps de repos quand même très profitables. Et j'espère que vous avez aussi eu la chance de jouer un peu plus au poker durant le temps des fêtes. Aujourd'hui, on va parler quand même de choses intéressantes. Entre autres, du sujet principal qui est la bonne attitude à avoir à une table de poker. Mais avant de parler de ça, j'aimerais faire en fait une petite rétrospective de l'année 2013. Vous savez, il s'est passé tellement de choses en 2013 et j'aimerais ça mettre l'emphase, pas nécessairement sur tout ce qui s'est passé en 2013 au niveau international, mais plus se concentrer au Québec, parce qu'au Québec, il s'est passé de très belles choses cette année. Je pense, et vous êtes peut-être probablement d'accord avec moi, qu'on a eu une année exceptionnelle au niveau du poker au Québec en 2013. Il y a beaucoup de joueurs de chez nous qui se sont illustrés sur la scène internationale et il faut quand même le mentionner. Et je pense qu'il y a eu des belles choses. Entre autres, c'est sûr que la belle représentation de nos joueurs québécois à travers le monde a eu quand même un impact majeur. On a entendu beaucoup parler, et pas nécessairement sur des sites de poker. Il y en a parlé aux nouvelles, dans les journaux et tout ça. Donc, c'est de bon augure. Et on a juste à penser justement au type de rayonnement qu'on a eu durant l'année, entre autres aux 10 bracelets qu'on a eu, ainsi qu'un deuxième Québécois qui s'est présenté au main event, en Marc-Étienne McLaughlin, qui était un Final 9 dans le fond au WSOP Main Event de 2013. Donc, c'est pas rien. C'est quand même tout un exploit et il faut quand même le mentionner. Et il y a aussi l'omniprésence des Québécois, non seulement au WSOP, mais aussi dans plusieurs autres tournois présentés dans d'autres pays, comme en Europe, le WPT, le EPT en Europe, en Asie, bien évidemment. Il y a l'Australie qui s'en vient bientôt avec l'AC Millions. Présentement, il y a quelques joueurs qui sont partis au Poker Championship Caribbean, qui sont là en ce moment. Donc, on leur souhaite bonne chance. Mais ce qui a été marquant aussi au Québec, ça a été les événements majeurs qui se sont passés ici. On a juste à penser à la présentation du WPT au Playground Poker Club qui a eu franchement un succès inusité. C'était vraiment bien. Il y avait énormément de joueurs qui se sont présentés durant les tournois et l'affluence à cet endroit-là a été excellente. Il y a aussi, sans oublier bien évidemment, la présentation du premier événement WSOP au Lac-Lemay à Gatineau, au casino du Lac-Lemay. Et ça aussi, franchement, je pense que ça a été apprécié énormément par les joueurs du Québec parce qu'enfin, on pouvait bénéficier des tournois de grande envergure en sol québécois et je pense qu'il était temps qu'on en ait. Je pense que c'était un bon timing et pour la Société du jeu du Québec, donc l'Auto-Québec, et aussi aux autres endroits majeurs comme le Playground. Il ne faut pas mettre la tête dans le sable, là, mais il faut le dire. Là, le Playground, c'est un incontournable maintenant. Je pense qu'au Canada, c'est une des meilleures salles de poker au pays. Alors, ils travaillent fort. Autant l'Auto-Québec, autant ces endroits-là qui travaillent très fort pour être capables d'attirer de grands jeux sur le sol québécois et ça bénéficie à tout le monde. Donc, bravo à tous les organisateurs qui ont été impliqués de près ou de loin à ces événements-là parce que ça a eu un succès quand même important. Il y a aussi ce qui était fort agréable en 2013 et très intéressant à remarquer, c'est qu'il y a eu dans beaucoup d'établissements qui tiennent déjà du poker, il y a eu l'implantation de plusieurs tournois, je dirais, de qualité. Et ça, c'est partout au Québec.
D'ailleurs, il y a même des établissements qui ont eu des records d'assistance, des records de participation à certains événements. Et c'est peut-être justement, je ne sais pas si l'arrivée des événements importants au Québec ont eu une certaine influence, mais ça n'a sûrement pas nui et les établissements en ont profité grandement, j'imagine. Alors, c'est un plus, c'est un plus. D'ailleurs, au niveau du poker, les Québécois, j'en parlais tantôt, on a fait de bonnes figures. Moi, j'ai quand même été surpris, agréablement surpris, de voir que dans le top 100 des meilleurs joueurs de l'année, on a quand même... Bon, c'est sûr qu'il y a Daniel Negreanu, notre Québécois national, notre Canadien national, qui a remporté le titre de joueur non seulement de l'année, mais de la décennie. Ben ça, il faut le faire pareil, là. Tu gagnes un joueur de l'année, c'est pas pire, là. Mais quand tu gagnes un meilleur joueur de tournoi de la décennie, c'est pas rien. C'est juste, ça fait juste confirmer, dans le fond, qu'un joueur qui est capable de s'adapter à l'évolution du jeu, ben, il est capable de continuer à avoir de très bons résultats. Daniel Negreanu en est un exemple flagrant et il l'a prouvé encore cette année, puis il va sûrement le prouver dans les années à venir aussi. Mais dans le top, je dirais, dans le top 100 du classement des meilleurs joueurs au monde, on a quand même 3 Québécois qui se sont démarqués et qui ont eu de très très belles années. Ils ont eu des très bons tournois, des très bons rendements. Je pense entre autres à Jonathan Duhamel qui a terminé 11e au total dans le classement. Il y a aussi Marc-André Ladouceur qui a fini 76e. Et il y a Yann Dion qui a aussi réussi à se classer parmi les 100 premiers. Il est d'ailleurs au 100e rang. Donc, chapeau et chapeau aussi à tous les autres Canadiens et Québécois qui ont eu des années exceptionnelles au niveau du poker. D'ailleurs, en parlant d'événements exceptionnels, je ne sais pas si vous autres, il y a des faits marquants qui vous ont peut-être été qui ont peut-être été vous chercher un peu plus. Et s'il y en a, ben écoutez, vous pouvez m'écrire. Écrivez-moi sur radiopoker@live.ca et dites-moi quel a été selon vous l'événement le plus marquant de l'année 2013. Et je vais essayer là, justement de les mentionner là, tout au long de l'émission. Si jamais vous voulez nous contacter, soit pour nous faire des suggestions de sujets, par exemple, ou pour faire des commentaires constructifs. Moi, j'aime ça quand c'est constructif, tant que ça l'est. Ça me fait plaisir de lire. À ce moment-là, il y a plusieurs façons de nous écrire. Vous pouvez me rejoindre sur, comme je disais tantôt, radiopoker@live.ca. Vous pouvez aussi le faire via le groupe Radio Poker sur Facebook, parce qu'il y a un groupe Radio Poker sur Facebook. Il est là pour ça aussi. Et vous pouvez aussi connaître un peu le contenu de l'ensemble des choses que j'ai faites à l'émission sur la chaîne Radio Poker qui se trouve sur YouTube. D'ailleurs, je suis allé faire une petite visite sur la chaîne YouTube tantôt, voir un peu l'affluence et combien que de gens qui prennent la peine de soit d'écouter les anciennes émissions que j'ai faites ou de regarder, visionner les capsules que j'ai faites. Et à ma grande surprise, honnêtement, là, je suis très surpris, il n'y a pas juste au Québec que ça l'intéresse. Et j'ai vu qu'il y avait, c'est sûr que la majorité des gens viennent du Canada, mais j'ai aussi des gens qui viennent de la France, des États-Unis et même de l'Algérie. Imaginez-vous donc. Donc, il y a quelqu'un de l'Algérie qui s'est intéressé à la chaîne Radio Poker sur YouTube. Donc, c'est bien parce que, dans le fond, l'avantage d'avoir la web radio, entre autres, c'est d'être capable de rejoindre le plus de monde possible, non seulement chez nous au Québec, mais partout dans les autres pays à travers le monde. Donc, je suis bien content. Et il y a peut-être des gens, justement, de ces endroits-là qui m'écoutent actuellement. Alors, je les salue si c'est le cas. Et on est de retour sur les ondes de Radio Poker et merci d'être là et de m'écouter en ce lundi soir, malgré le fait qu'il y a une game de hockey qui se fait actuellement. Je ne sais pas c'est combien le score, mais je sais que c'était 1-1 après la première période. Bref, c'est pas de hockey qu'on va parler ici, c'est sûr, parce qu'il y a déjà assez de postes de radio qui le font.
Ici, on va parler poker. Je vais parler d'un sujet qui a attiré mon attention aujourd'hui sur le site Poker News qui concerne Gus Hansen qui a fait ses preuves, qui est un joueur qui est en fait un joueur important à Full Tilt Poker pour le jeu en ligne. Et là, Gus Hansen, il a eu une mauvaise année en 2013 et bizarrement, il commence en fait à accuser certains joueurs, mais juste certains. Mettons, je vais dire un, ou plutôt une, c'est une joueuse. Il y a un article qui a été fait sur Poker News qui disait que Gus Hansen accusait Sally Wu. Sally Wu, c'est le nom en ligne, mais c'est une joueuse pro de haute mise dont on ne connaît pas vraiment la vraie identité. C'est une joueuse américaine qui a, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est américaine et elle a déménagé au Nouveau-Mexique suite au Black Friday qu'il y a eu. On sait tous, le fameux Black Friday qu'il y a eu aux États-Unis. Et il l'accuse de mauvaise conduite en utilisant un programme de tracking durant ses sessions de tournoi. Sally Wu aurait gagné environ un peu plus de 500 000 dollars en 1738 mains, là, étalé sur à peu près 8 sessions. Suite à une session qu'il y a eu entre les deux joueurs, c'est là que Gus aurait spéculé que Sally Wu aurait un programme probablement illégal en sa possession qui l'aidait à gagner ses mains. C'est sûr que Sally Wu a vivement démenti, bien évidemment, les spéculations de Gus Hansen. J'avoue que cet échange-là qu'il y a eu entre les deux joueurs enflamme quand même pas mal les forums de discussion. Et parions que les discussions sur le sujet seront quand même encore très actives en 2014. Parce que faut se rappeler, le Gus Hansen a été nommé officiellement le joueur le plus perdant sur le jeu en ligne. Et il a perdu sur Full Tilt pas moins de, écoutez bien ça, 8,4 millions de dollars en 2013. C'est pas rien quand même, 8,4 millions de dollars. Là. Si on relative un peu, là, c'est exactement à peu près le même montant que le champion du Main Event 2013 au WSOP a gagné cette année. Et lui, il l'a perdu, tout simplement. Et de toute façon, il n'est pas le seul à avoir perdu énormément d'argent en 2013. On a juste à penser à Jerry Yang, qui était le champion du Main Event en 2007, qui, lui, je ne sais pas comment il a fait son compte, mais il a tout flambé ce qu'il avait gagné. Entre autres, en étant très généreux de nature, donc il a donné à gauche, il a donné à droite, il a fait confiance à des gens pour des investissements. Finalement, ces gens-là en ont profité, ils ont joué dans le dos. C'est une affaire classique, là. Quand tu as bien d'argent, tu as bien des requins. Si tu penses avoir été un requin au poker, ça n'a rien à voir avec les requins qui gravitent autour de toi après, une fois que tu as gagné un gros montant. Malheureusement, Jerry Yang l'a appris à ses dépens et il se retrouve lui aussi sans le sou. Et c'est des mauvaises nouvelles, c'est désolant. Mais il y a quand même une lumière qui se trace à l'horizon pour ce qui est du jeu en ligne aux États-Unis. Il y a certains États qui commencent à légaliser le jeu tranquillement, pas vite. Et j'ai hâte de voir où ce que ça va nous mener. C'est sûr que je pense que directement, ça va... Je peux peut-être me tromper, là, mais je pense que ça va quand même avoir un impact assez important au Canada parce que c'est quand même nos voisins du Sud. Et quand nos voisins du Sud décident de s'y mettre, bien évidemment, nous, en contrepartie, on en profite. Parce que il y a énormément d'activités qui se font aux États-Unis, qui se faisaient aux États-Unis, mais qui se font encore, là. C'est pas que ça s'est atténué. Mais mettons que le Black Friday a fait mal aux États-Unis pour les joueurs en ligne. Et mais tant mieux s'il y a des États qui commencent à reprendre tranquillement pas vite la légalisation du jeu et permettre aux joueurs, parce qu'il y a énormément de joueurs de talent aux États, on ne se le cachera pas. D'ailleurs, ils sont très bien représentés au niveau mondial. Là, je pense ils sont les premiers sur la liste, je sais pas pour rien. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme impact à court terme, mais aussi à long terme sur le poker au Canada et aussi au Québec. Il y a quelques tournois, j'aimerais juste parler de quelques tournois. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe, là, malheureusement. J'essaie d'avoir l'info, mais c'est un peu difficile. Par contre, j'ai certaines informations qui pourraient peut-être intéresser des gens.
Il y a des ligues, bien évidemment, on commence 2014, là. Donc, c'est sûr que la majorité des ligues recommencent leurs activités. D'ailleurs, j'aimerais faire une mention honorable au Poker Arena de Repentigny parce que en 2 jours seulement, en début d'année, ils ont réussi à accueillir pas moins de 400 joueurs. Et ça, c'est juste en 2 jours. Fait que, honnêtement, je trouve ça très impressionnant. Et je sais qu'ils vont faire des rénovations très intéressantes dans leur salle de poker et tant mieux. Ça va juste être de plus en plus agréable d'aller là. Ça l'est déjà, mais ça va juste l'être un peu plus. Ça va être plus beau à regarder en tout cas. Et tant mieux. Alors bravo pour cette début d'année monstre au Poker Arena de Repentigny. Je sais que le Poker Terrebonne au salon billard, le salon de quilles, c'est-à-dire le Sillard sur les rues Grande Allée, recommence la nouvelle saison dès demain à 7h30, demain mardi, et les tournois sont à 30$. Mais ce qui est de nouveau dans cette ligue-là, c'est qu'il va y avoir aussi l'implantation d'une ligue poker de Terrebonne qui va pouvoir donner aux meilleurs joueurs un accès au WSOP et au WPT aussi. Et ces tournois-là, ça commence le 15 janvier et le coût d'entrée est de 35$. Il y a aussi à Saint-Hyacinthe, toujours le 15 janvier, il va y avoir la Ligue de poker RDR qui organise son premier tournoi de l'année à la cage au sport de Saint-Hyacinthe. Le buy-in est de 40$. Et le tournoi commence à 19h, mais c'est fortement conseillé d'arriver à l'avance, soit environ vers 6h30 pour commencer les inscriptions, parce qu'il va y avoir du monde. Je vous le dis, là, à chaque fois qu'ils font les tournois, il y a au moins 90 personnes qui sont inscrites. Donc, si tout le monde arrive à la dernière minute, c'est l'enfer et ça commence en retard. Fait que c'est pas bien le fun. Donc, essayez d'arriver de bonne heure à ce moment-là. Si vous avez plus d'informations sur les tournois que j'ai mentionnés, écrivez-moi sur radio@commerciallive.ca et je vais vous donner les informations supplémentaires pour être capable de les rejoindre. Donc, ceci étant dit, on va parler d'un sujet quand même que je trouve le fun et ça concerne le comportement à une table de poker. La dernière émission, j'avais parlé de l'attitude ou la bonne attitude à avoir face au jeu de poker. Mais là, je vais aller gratter un peu plus en profondeur et je vais vous parler du type de comportement idéal à avoir au poker. Vous savez, le poker, dans n'importe quel, ça peut être au poker, mais dans n'importe quel jeu, dans n'importe quel sport, il y a toujours un code d'éthique qui est important de respecter parce que d'un, ça rend l'activité agréable. Et de deux, ça peut être bénéfique aussi quand vous jouez, parce que les gens vont être plus tentés à aller jouer avec vous, à discuter avec vous, et vous épanouir en fait dans un environnement agréable. C'est quoi les bons comportements? Il y en a, c'est sûr qu'il y en a plusieurs, là. Mais j'en ai relaté quelques-unes. Et je vais parler ensuite des mauvais comportements à avoir, ce qui reflète pas mal ce que je vais vous mentionner dans les quelques secondes. La première attitude, là, vraiment le comportement qui est top-notch, et j'en ai même parlé tantôt, c'est d'arriver à l'heure à un tournoi de poker. De grâce, s'il vous plaît, quand vous arrivez à un tournoi de poker, essayez d'arriver pas 2 minutes avant, mais au moins 10-15 minutes, le temps que le directeur puisse vous enregistrer correctement, mais surtout pour donner la chance à ceux qui ont pris la peine de se déplacer à l'heure, puissent commencer le tournoi à l'heure. Et j'avoue que c'est frustrant quand tu es un joueur et que tu arrives, mettons, un cash game, c'est différent parce que tu as une liste d'attente, donc tu attends que la table soit complète pour la partir. C'est différent. Mais dans un tournoi, ce qui est frustrant, c'est que justement, toi, tu arrives là à moins 10, moins quart, tu t'inscris, t'attends, puis finalement, tu ne joues pas avant 7h15, 7h20. Donc finalement, tu as une demi-heure où tu as bretté puis tu as attendu. Pas bien le fun. Donc, si jamais vous prenez la peine ou le temps d'arriver en retard à des tournois, ça pourrait peut-être être une bonne résolution pour 2014, donc de devancer un peu votre heure d'arrivée et de pouvoir permettre de commencer le tournoi à l'heure prévue. Un deuxième comportement qui est essentiel, c'est d'être capable de suivre le jeu.
Et là, quand je dis être capable de suivre le jeu, là, c'est pas juste être à une table, puis de regarder quand c'est à vous de parler, puis quand ça ne l'est pas. C'est à tous les niveaux. Parce que il peut se glisser des erreurs, que ce soit de votre part, que ce soit d'un autre joueur, que ce soit même du dealer. Si un dealer a une table, à ce moment-là, ça félicite un peu la job, mais s'il n'y a pas de dealer puis que le dealer se promène d'un joueur à l'autre, il peut arriver qu'il y a des erreurs. On est tous des humains, on fait tous des erreurs. Et quand on suit le jeu à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'être à l'affût de l'erreur, de soulever l'erreur et surtout de le régler le plus tôt possible, le plus vite possible pour que le jeu quand même puisse avoir un roulement intéressant. Donc, toujours être capable de suivre le jeu quand c'est le temps. Surtout les dealers et ça inclut aussi les blinds. Puis quand je dis dealer et blinds, je vais même rajouter aussi le directeur de tournoi. Parce qu'il y a des directeurs de tournoi j'ai déjà fait une capsule là-dessus, d'ailleurs, vous pouvez le voir sur la chaîne de YouTube, là, mais il y a des directeurs de tournoi qui sont bons, puis il y en a des archi mauvais. Je pense que le pire directeur de tournoi que j'ai vu, c'est qu'une fois que le tournoi a commencé, ça n'a pas pris 5 minutes, je me suis rendu compte que le directeur était en train de jouer au slot machine dans la section d'à côté. Et fait que le tournoi était comme laissé à lui-même. Moi, ça m'a fait capoter. J'avais jamais vu ça. Et puis, je peux vous dire que je ne suis pas retourné là bien souvent. En fait, je n'y ai pas retourné pantoute. Ça peut vous éclairer un peu, là. Mais même le directeur doit être à l'affût. C'est pas juste de partir le tournoi qui est important, mais une fois que le tournoi est parti, c'est important de se promener, de s'assurer que le déroulement se fasse d'une façon correcte et dans une ambiance aussi qui est correcte. Un autre comportement à avoir, s'il vous plaît, quand vous avez à jouer, quand c'est à vous à parler, annoncez votre intention. Ça veut dire que si vous callez, vous dites call au pire. Si jamais vous voulez faire une surlance ou une relance, annoncez-le. Et annoncez-le assez clair pour que tous les autres joueurs à la table puissent le comprendre. Parce que si un joueur, justement, ne fait pas attention ou ne suit pas vraiment le jeu, ça peut porter à confusion et ça retarde le jeu. Alors, soyez clair. Quand vous voulez faire un raise, annoncez-le que vous voulez faire le raise. Quand vous callez, annoncez-le pareil. Jetez vos cartes quand c'est le temps, mais soyez clair dans ce que vous faites pour que ce soit clair pour tout le monde à la table. Il y a aussi un autre bon comportement, c'est de placer visiblement ses jetons devant soi. Je sais qu'il y en a des joueurs qui n'ont pas vraiment de discipline. Je veux dire, le tournoi commence ou la session de cash game commence. J'ai déjà vu ça aussi dans des cash games. Rarement, mais je l'ai vu pareil. Il arrive à la table avec le jeton, il étale ça sur la table, tout ça, et là, il replace un peu n'importe comment. Genre, mettons, les piastres avec les 10 piastres. Dans les tournois, c'est les 500 avec des jetons de 5000, tout entremêlé ensemble, puis bon. Il faut que ce soit facile à lire. Quand je dis facile à lire, il faut que ce soit facile de savoir à peu près combien qu'un joueur a. Dans tous les gros tournois majeurs, de toute façon, il y a des règlements qui sont très clairs. Vous devez en tout temps afficher ou démontrer clairement la quantité et le nombre de jetons par priorité. Ce que je veux dire, c'est que si vos jetons, vous avez mettons une pile de jetons de 25 000, des piles de 5 000 et des piles de 1000, ben, vous devez mettre en évidence, surtout en évidence, la pile de 25 000. Pas de faire un petit mur avec vos jetons de 1000 puis de 5000, puis de mettre vos jetons de 25 000 en arrière, parce que ce que ça peut faire, c'est qu'éventuellement, si jamais vous êtes impliqué dans une main, un joueur adverse peut regarder votre stack, il dit, bon, ok, lui, il reste pas grand-chose, fait que je vais le pousser à all-in. Puis finalement, vous vous rendez compte que le gars, il dit, ah non, ben, gars, je vais coller, je te couvre, puis il est en train de sortir sa pile de 25 000. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Et ça vous rend service, mais ça rend surtout service aux autres qui sont à la table. Puis c'est plus facile de voir et de comprendre là où vous êtes rendu dans votre session de cash game ou dans votre tournoi. Il y a aussi un bon comportement à avoir, c'est quand il y a un litige qui se fait à la table, c'est pas nécessairement de vouloir le régler par soi-même, mais d'appeler le directeur. Il ne faut pas gêner d'appeler un directeur de tournoi.
Le directeur de tournoi, il est là pour que ça se déroule bien. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, cassez-vous même pas la tête pour rouspéter ou argumenter. Levez la main, appelez le directeur. Le directeur va venir, puis c'est lui qui va régler le problème. Et ça permet à ce moment-là, à vous, de vous concentrer sur la game plutôt que sur les problèmes qui se passent durant le déroulement de la session. Un autre bon comportement aussi, c'est de miser devant soi au lieu de lancer les jetons dans le pot. Moi, ça m'énerve quand quelqu'un qui fait ça. Je ne sais pas si vous autres, c'est la même affaire, là. Peut-être que vous le faites même, d'ailleurs. Mais quand vous faites une mise, là, lancez pas les jetons dans le pot. Ça fait juste de la confusion et ça retarde le jeu inutilement. Quand vous faites une mise, faites-la devant vous, de façon claire. Au pire, allez, dites le montant aussi quand vous faites le geste de miser. Mais éparpillez pas vos jetons parce que ça sert à rien. Il y a aussi attendre son tour avant de parler. Il y a certains établissements qui ont décidé d'établir une règle qui est très claire, qui dit que si jamais vous parlez avant votre tour, que ce soit parce que vos cartes sont pas bonnes, que ce soit parce que vous avez envie d'aller fumer une cigarette, parce que ce soit que vous voulez aller aux toilettes, boire de l'eau, texter, parler au cellulaire, peu importe. Vous devez attendre votre tour. Si jamais vous n'attendez pas votre tour, à ce moment-là, il y a une pénalité d'un tour de table. Il y a des établissements qui le font. Et je pense que ça a réglé quand même une bonne partie du problème. Et ceux qui ne le font pas, ben c'est peut-être une idée que je vous lance à ce moment-là, si ça se répète souvent. Parce que vous savez qu'un joueur qui parle avant son tour peut révéler différentes informations aux joueurs qui sont encore impliqués dans la main. Alors, c'est à éviter. Donc, petit conseil d'amis, vous pouvez faire ça. Il y a aussi faire aucun commentaire lorsque vous n'êtes pas impliqué dans la main. Vous pouvez avoir une petite discussion subtile avec des joueurs à côté de vous, là, quand vous n'êtes pas impliqué dans la main. Mais idéalement, ce serait mieux d'essayer de garder le silence parce que c'est quand même, surtout quand il y a beaucoup d'argent, là, c'est quand même important que le jeu se fasse dans le respect. Et les joueurs parce que vous savez, il y a des montants d'argent qui peuvent être faramineuses quand il y a deux joueurs qui sont impliqués dans une main ou un nombre de jetons faramineux. Donc, par respect des joueurs, gardez le silence, attendez que le jeu finisse, et quand le brasseur commence à brasser les cartes, le dealer, ben là, à ce moment, partez de la conversation que vous voulez. Mais c'est minime comme geste, mais c'est fort apprécié quand ça arrive. Et il y a aussi quand vous êtes quand vous êtes éliminé, ben, de faire preuve de civisme. Et le civisme, dans le fond, il est bon tout le temps, là. Mais faites preuve de civisme. Quand vous êtes éliminé, quittez la table, mais quittez-la en bon joueur. Peut-être que vous avez été soccaté. Peut-être que le gars il a fait un call qui est inexplicable et que finalement, il vous a éliminé avec une paire de 2 alors que vous aviez quand même un as-roi suited. C'est des choses qui arrivent. Et c'est des choses qui vont toujours arriver. Alors, quittez la table en bon joueur. Vous pouvez être en beau tabaslac après, mais, mais quand les situations arrivent, rangez votre frein. Rongez votre frein plutôt. Et quittez la table tout simplement. Souhaitez bonne chance à tout le monde. Moi, c'est ça que je fais. Quand je suis éliminé, je souhaite la bonne chance à tout le monde, puis je quitte. Et restez pas là, évitam aeternam, là, à savoir comment, puis pourquoi, le comment, du pourquoi, là, en tout cas. Donc, c'est ça. Les mauvais comportements à avoir à une table, ben là, c'est tout le contraire de ce que j'ai dit. Donc, arriver à la dernière minute, être constamment distrait, ne jamais annoncer ses intentions, garder ses jetons entremêlés, jouer au directeur, lancer ses jetons lors d'une mise ou d'une relance, jouer trop tôt, donc soit folder ses cartes, dans le fond, avant votre tour, et quitter la table. Toujours critiquer le jeu des autres. Manquer de respect envers les autres. Et, c'est un exemple que j'ai déjà donné, mais je la trouve tellement bonne, cet exemple-là. Le slow rolling, si jamais vous connaissez ça, le slow rolling, vous savez de quoi je parle. Je pense que c'est l'affaire la plus comment je vois ça? La moins politically correct à faire, la plus insultante à faire à un joueur, c'est le slow rolling. Si vous ne savez pas c'est quoi, allez sur YouTube, tapez slow rolling et vous allez avoir plein d'exemples. Et surtout, péter sa coche après une élimination, quand vous en pouvez plus, vous critiquez, vous chialez, d'un, ça retarde le jeu. Puis
Puis en même temps, ben, les joueurs qui sont à la table, qui sont encore dans le jeu, n'ont pas besoin d'entendre vos ires une fois que vous êtes éliminé. Cette émission vous est présentée en collaboration avec princepoker.com. Le poker, c'est plus que de la chance. Il y a des bons traits de caractère à avoir comme joueur. Et on se demande toujours pourquoi que tels joueurs sont des gagnants alors que d'autres sont des perdants. Et c'est à cause qu'ils ont des qualités, ils ont des traits de caractère qui leur permettent d'être gagnants ou perdants. Mais avant de faire le décompte, les 25 bons caractères que j'ai à partager avec vous, il y a un de mes amis, Simon, que je salue en passant, qui m'a fait un commentaire tantôt sur Facebook, il me dit « Écoute, t'as oublié de parler de quelque chose, t'as oublié de dire que sentir bon aussi, c'est important à une table de poker. » Et effectivement, j'ai trouvé ça très drôle, c'est une belle observation, mais oui, c'est vrai. L'hygiène à une table de poker, c'est quelque chose de très important. Je sais qu'il y en a, quand ils font des tournois, disons, majeurs qui s'étalent sur plusieurs jours, ils ont un t-shirt fétiche qu'ils veulent pas se défaire tout le temps qu'ils vont être au tournoi puis tout. Tu sais, je trouve ça correct, là. Je veux dire, tu portes ça une journée, ça va. Mais quand tu fais un tournoi qui dure 7 jours, on peut-tu s'entendre que quand tu fais 13 heures de tournoi par jour, pendant 7 jours, ton chandail va se désagréger sur ton dos. Et ça n'a pas sa place, honnêtement, là, ça n'a pas sa place. Mais oui, effectivement, l'hygiène est très importante. Même que moi, ce que je fais quand je fais des tournois, j'essaie toujours d'avoir avec moi de l'alcool à main pour désinfecter justement les herbes que j'ai dans les mains, parce que, surtout ces temps-ci, avec le froid, l'hiver, tout ça, les microbes se promènent quand même pas pire. Et quand on est dans une table de poker, vous le savez, quand c'était le monde qui joue avec les jetons, la microbe, il y en a une tonne, alors vous pouvez vous attraper n'importe quoi. Donc moi, j'en mets pas à outrance, là, mais quand je peux, là, je m'en mets une fois de temps en temps. Juste question d'éliminer les risques de repartir avec certaines bébites que d'autres m'auraient données par la bande. Donc, ceci étant dit, je vais faire le décompte des 25 meilleurs traits de caractère qui, selon moi, sont nécessaires pour avoir du succès au poker. En position niveau 25, avoir un bon sens de l'humour. On est tous d'accord avec ça. Quelqu'un qui a le sourire aux lèvres, qui n'a pas peur de rire de lui, qui n'a pas peur du ridicule, c'est toujours plus agréable à une table que d'avoir une personne qui a une face de bœuf, qui chiale, qui grogne, ou pire, qui ronfle pendant que le jeu se passe. Donc, sens de l'humour en 25e position. En 24e position, la fierté. Parce que vous savez, une personne fière est assez humble pour se retirer au bon moment plutôt que de satisfaire ses adversaires. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Une personne qui est fière comme toute sa tête et il est capable de se retirer quand c'est le temps. Puis un joueur fier en passant ne blâmera jamais les autres de ses insuccès. Il va toujours se questionner puis se dire à lui, faire une introspection puis se demander qu'est-ce que j'ai fait de pas correct que j'aurais pu améliorer ou que je vais améliorer dans le futur. En 23e position, la générosité. Un joueur gagnant reconnaît la chance qu'il a d'être, disons, aisé financièrement. Puis leurs pourboires sont généreux parce qu'ils ont du respect pour ceux qui doivent travailler fort pour gagner leur pain. Et ça, c'est... Je pense, à moins que je me trompe, mais je pense qu'en général, la communauté du poker, et là je dis, c'est pas juste ici, là, mais c'est vraiment partout, on est généreux de nature, on n'a pas peur de typer quand c'est le temps, puis d'être généreux quand c'est le temps, et ça, c'est tout en notre honneur. Avoir le respect aussi. Ça, c'est en 22e position. Avoir le respect. Un bon joueur, il est souvent respectueux envers les mauvais joueurs, parce que, tu sais, il faut se le dire, là, après tout, là, c'est en partie grâce à eux s'ils connaissent du succès. Fait vous avez un mauvais joueur devant vous, c'est correct qu'il soit mauvais. Il faut quasiment les traiter aux petits oignons, parce que vous voulez que ces joueurs-là restent à la table pour éventuellement aller chercher un peu plus d'argent. C'est un peu sadique ce que je suis en train de dire là, mais on va se dire les vraies affaires, là. C'est le même pareil. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Vous savez que présentement, il y a comme une genre de ségrégation des tables là, sur le poker en ligne en disant que les joueurs professionnels, gros niveau, ils se font quasiment montrer la porte de la sortie
parce qu'ils trouvent que c'est injuste, que ces joueurs-là profitent trop souvent des mauvais joueurs qui sont disponibles, qui sont là, puis qui, dans le fond, ils bossent leur fortune sur leur dos. Puis bon, en tout cas, il y a comme une affaire, une espèce de chose morale là, qui rentre là-dedans. Mais c'est ça pareil, je veux dire. Tu es un joueur d'expérience, tu vois un joueur qui en a pas en avant de toi, c'est sûr et certain qu'avant de frapper sur le joueur qui a autant d'expérience que toi de l'autre côté de la table, tu vas t'assurer que le joueur qui en a pas disparaisse le plus vite possible, mais tu vas surtout souhaiter que ses jetons soient dans tes poches au lieu de l'autre. Donc, mais quand même, avoir un certain respect, c'est important. En 21e position, l'insensibilité. Faut être de rock quand tu joues au poker. C'est pas juste d'avoir un poker face parfait quand tu fais une game, même si tu bluffes pas. C'est d'être capable de faire abstraction de tout quand le moment s'y prête. Quand vous avez une mauvaise passe, il faut se désensibiliser. Soyez pas trop émotif quand vous avez des passes qui sont mauvaises. Quand vos sessions de cash game, mettons, vont pas bien, ou quand vos tournois ne vont pas bien non plus. Et ne soyez pas frustrés, embarquez pas, parce que il y a une émission que j'ai faite avant qui parlait du tilt, et j'en parle de long en large du tilt, et sur la chaîne Radio Poker sur YouTube, vous pouvez aller voir, tout est là. Il y a l'émission sur le tilt qui est là, et si vous ne l'avez pas déjà écouté, allez faire un tour, écoutez-le, parce que ça vaut la peine. Je pense qu'il y a de l'information qui pourrait vous donner un petit hint, ou peut-être une amélioration supplémentaire à apporter à votre style de jeu. En 20e position, c'est l'optimisme. Il faut toujours voir le bon côté de la médaille, même si vous perdez. Moi, généralement, quand je fais un tournoi ou du cash game, puis que je suis dans une situation où je dois prendre une décision qui est très difficile et que je décide de caller ou d'y aller, puis que finalement, au bout du compte, ça river, je perds parce que le gars, la carte qu'il devait avoir est sortie, ça m'a éliminé. Je peux même pas être frustré. Moi, je suis même pas frustré de ça. Je suis pas frustré parce qu'au moment que j'ai pris ma décision, je savais que c'était la bonne. Je savais qu'au moment où j'allais tourner mes cartes, que j'avais l'avantage sur l'autre joueur. Alors, puis ça, je pense que ça serait... si tous les joueurs pouvaient réagir de même, là, il y aurait tellement de sorties d'élimination agréables à un tournoi que des fois, ben, on le sait, là, vous l'avez même vu d'ailleurs par vous-même, des gens criaient à tue-tête, puis tout ça, puis blâmer les autres. Je vous dis, là, tantôt je vous parlais d'une personne fière. Une personne qui est fière de sa personne ne va jamais blâmer un autre joueur si jamais il est éliminé. Mais restez insensible à ça. Restez insensible au fait que pas insensible, mais je veux dire, mais soyez optimiste au fait que ça peut arriver, ça fait partie de la game. Si vous voyez dans le long terme, ça ne devrait pas vous affecter. Donc, gardez toujours l'œil sur le phare au bout du tunnel, parce que le phare est peut-être plus proche que vous pensez. En 19e position, je dirais l'indépendance. Un gagnant prend jamais la vie de quelqu'un d'autre avant d'y avoir pensé lui-même. Et il y a plusieurs personnes qui donnent des mauvais conseils, on le sait. Puis le gagnant, lui, il en fait abstraction et il ne croule jamais sous pression. Donc, il a toujours la tête sortie de l'eau pour faire face à n'importe quoi. En 18e position, je dirais, c'est la manipulation. Les joueurs gagnants savent souvent tirer avantage des mauvais joueurs, comme j'en parlais tantôt. Puis si un joueur semble intéressé à ce que comment je pourrais dire ça? Si un joueur semble intéressé à ce que vous lui disiez, ben, dites-vous que c'est peut-être pas vous qui menez la conversation, mais bien lui. Parce que si quelqu'un vous donne plein d'informations là, à une table, là, puis vous en donne, là, puis vous autres, là, vous emmagasinez ça, là, vous mettez ça dans votre livre de mémoire, là, c'est sûr certain que vous ne voulez pas que ce joueur-là se taise. Donc, vous allez vous montrer intéressant à ce qu'il dit. Vous allez même pouvoir parler peut-être plus en profondeur des stratégies pour que lui vous donne encore plus de feed ou de jus sur ce qu'il fait. Donc, la manipulation, c'est subtil, là, mais quand c'est bien fait, là, c'est extrêmement bénéfique.
En 17e position, un bon trait de caractère, ce serait d'avoir de la gourmandise. Si une partie est plus lucrative qu'à d'habitude, un bon joueur abandonnera jamais. Surtout si, évidemment, surtout s'il est gagnant. Il voit une genre d'opportunité de s'enrichir, assez pour ne pas avoir à travailler trop longtemps sur le moins bonnes occasions. En 16e position, la persistance. Même si vos résultats sont mauvais, continuez à prendre des décisions que vous croyez justes. Ne prenez pas des décisions en fonction de ce que vous avez fait, mais bien de ce qui se passe dans le moment présent. En 15e position, l'égoïsme. Ben oui, un joueur de poker peut être égoïste. Ça l'arrive, parce que les joueurs gagnants savent qu'ils sont là pour l'argent et non pour plaire aux autres. C'est un club, c'est une activité sociale. Vous jouez avec des amis depuis longtemps. Vous les connaissez, vous parlez de vos vacances, de ce que vous avez fait, puis tout ça. Mais je veux dire, tu sais, une fois que l'argent est mis sur la table, il n'y a plus d'amis, là. Moi, quand je joue au poker, j'en ai pas d'amis à une table. Je peux être bien fin, je peux faire des sourires, je peux être très courtois, mais mon but premier, c'est de sortir tout le monde. Et ça, c'est une forme d'égoïsme, mais il faut le faire dans la forme de l'art. Et c'est ça. Moi, je l'ai mis en 15e position. En 14e position, j'ai mis l'honnêteté. Parce que je pense qu'au poker, la parole est d'or. C'est la seule arme qui peut vous permettre de gagner et surtout de perdre une crédibilité importante au poker. Un joueur malhonnête, là, il va toujours avoir de la difficulté à se trouver des adversaires qui voudront gagner ou gager avec lui. En 13e position, j'ai mis l'agressivité. Et là, je ne parle pas de l'agressivité physique, là, mais je parle de l'agressivité dans la forme de l'art du poker. Okay? Parce qu'un joueur agressif solide est la marque de commerce d'un joueur, je dirais, qui a du succès. Un joueur qui est agressif va toujours faire payer ou va toujours vous faire payer pour rester dans la main. Autrement dit, il vous forcera toujours à prendre une dure décision. Moi, là, j'ai fait... OK, je vais l'avouer. J'ai fait une capsule, il y a quelques mois, sur un top littéraire, des meilleurs livres de poker que j'ai lus. J'ai parlé voyons, j'ai le blanc de mémoire, là. Super System de Doyle Brunson, qui est le premier livre vraiment là, qui a révolutionné le monde du poker. Et c'est le premier livre qui a été écrit par un professionnel. C'est une brique de 700 pages, OK? J'ai dévoré ce livre-là. Et bizarrement, dans les 700 pages, il y a une phrase que j'ai retenue qui disait « Ne donnez jamais une décision facile à un adversaire, qu'importe la situation. » C'est simple comme phrase, hein? Puis ça veut tellement dire bien des affaires. Et je vais vous le dire, là, c'est vrai. Si jamais vous donnez une décision facile à un joueur, ben il va jouer comme il devrait, puis il va éventuellement tirer avantage de vous. Mais si jamais vous avez l'opportunité, la chance et le plaisir d'instaurer un doute dans la tête de ce joueur-là, je dirais qu'une grande majorité du temps, c'est final bâton. Ça va tourner à votre avantage. Une grande partie du temps. Alors, l'agressivité, là, j'ai mis ça en 13e position. En 12e position, la combativité. Un joueur gagnant veut faire de l'argent, on s'entend, c'est normal. Au no limit, c'est sûr, parce qu'il y a plus d'argent à faire là. Il sent qu'il peut remporter tous les jetons. Quand vous arrivez à une table, là, vous devez être sûr dans votre tête que vous avez la chance et vous avez surtout les qualités nécessaires pour remporter tous les jetons qui sont à la table. Toute la gang. Même si ce n'est pas le cas, il faut quand même que vous partiez avec ce minding-là parce que sinon, vous pouvez être facilement déclassé. Et les joueurs qui vous sentent un peu faible ou pas sûr ou manque de confiance, ils vont y aller à 2 pieds joints.
Puis ils ne se priveront pas de vous frapper une fois de temps en temps jusqu'à temps que vous décidez de lâcher prise. Donc la combativité, c'est quand même une qualité super importante. En 11e position, l'instinct de survie. Il y a plusieurs bons joueurs qui ont connu la vie dure, bien évidemment. Quand tu commences, c'est jamais beau, c'est jamais extraordinaire, c'est toujours un peu laborieux. Et il y a même certains... Je vais vous donner un exemple. Scotty Wang, c'est qui ça? C'est le champion mondial des séries les champions des séries mondiales main event de 1998. That's poker, baby. Ça, c'est Scotty Wang. Toujours des lunettes avec 3-4 colliers en or avec un Bouddha en ivoire, là, pas en ivoire, mais en pierre dans le cou avec une chemise, puis la petite camisole, les cheveux graisseux en arrière. D'ailleurs, on ne le voit pas souvent ces temps-ci. Je peux comprendre pourquoi, parce que depuis qu'il a fait sa bévue en 2010 au Horse Championship à 50 000, il a eu tellement une attitude de merde. Je m'excuse le mot, là, mais on l'a plus revu parce que son image s'est effondrée à ce moment-là. Mais ce joueur-là, c'est un immigrant qui est arrivé aux États-Unis, donc qui a connu la misère. Et là, je mets peut-être ça gros comme image, là, mais c'est quand même ça. Il est arrivé d'un milieu défavorisé ou qui n'était pas l'idéal. Il est arrivé en sol où tout était possible. Et vu que justement, il y avait son instinct de survie ou ce qui était avant, bien, il était capable de peut-être reproduire cet instinct ou de retrouver cet instinct de survie-là à une table de poker. Et il y a eu énormément de succès. Mais c'est vrai. L'instinct de survie, là, c'est quelque chose. Puis quand je dis l'instinct de survie, il ne faut pas attendre d'être short stack pour avoir l'instinct de survie. L'instinct de survie, ça veut dire je commence un tournoi, puis mon but, c'est de me rendre jusqu'au bout et d'être le dernier à sortir. L'instinct de survie s'applique là. Et fait eux autres, les gens qui ont un instinct de survie, ils savent que c'est pas toujours juste ce qui se passe et sont habitués à se faire battre pour survivre, puis attendre les obstacles pour les surpasser. Donc ça, c'est en 11e position. Cette émission est en collaboration avec PrincePoker.com. Et on continue avec le top 10. Les 10 derniers bons traits de caractère qu'un joueur gagnant devrait avoir ou qu'il a pour avoir du succès. Et sont intéressants, honnêtement. En 10e position, on a l'empathie. Vous savez, un bon joueur, il comprend ce que les autres peuvent ressentir ou penser généralement quand ils sont impliqués dans un jeu. Et c'est pas surprenant que ces joueurs-là soient capables de souvent conclure le résultat avant même que ce résultat-là arrive. Et ça, c'est une très belle qualité d'empathie, honnêtement. Là, si vous êtes capable de maîtriser ce trait de caractère-là, c'est un plus pour vous. En position numéro 9, il y a bien évidemment, le courage. Il faut avoir du courage pour jouer au poker. Un bon joueur n'a peur de rien. Il est capable de faire les bons jeux même en connaissant les risques. Cependant, il est capable de ne pas aller trop loin non plus puis d'éviter de devenir trop agressif. Parce que vous savez, il y a comme une différence entre l'agressivité et la bravoure. Et le courage, eh bien, c'est pas mal ça. En 8e position, j'ai mis la stabilité. Quand un bon joueur perd, il est quand même capable de prendre la bonne décision. Il y a plusieurs personnes qui pensent, qui pensent plus, pantoute, sous la pression. Et comme ils s'écroulent psychologiquement, ils sont plus là. J'ai déjà déstabilisé des joueurs à un point tel qu'il y avait quasiment un néon au-dessus de leur tête en disant « Ok, je suis plus là, je suis fini, je suis plus là, je m'en vais dans pas long. » Puis c'est hallucinant. Donc, la stabilité, être capable de faire face aux fluctuations positives et négatives durant une session de poker. En 7e position, la capacité de faire attention aux détails. Un joueur gagnant, là, il est capable de décrire en détail une main qu'il a jouée. Je vais vous donner un exemple. Mettons qu'un joueur qui parle à un autre, le joueur, il dit « Écoute, on était 3 joueurs, j'étais under the gun, le cheap leader était le big blind,
J'ai fait un raise. Les deux blinds ont calé. Le flop est tombé. Un 3 de cœur, un 4 de trèfle, puis un 8 de carreau. Le small blind il a checké. Le big blind a fait un bet à 25 000. J'ai calé. Le small blind s'est couché. Il est tombé une dame de pique sur le turn. Le big blind il a réfléchi. Il a fait un bet à 32 000. J'ai fait un raise à 63. Il a calé. La river, comprenez un peu ce que je veux dire? Un joueur qui n'a pas plus le sens du détail que ça, lui, il va résumer le même jeu, mais différemment. Ah ouais, écoute, je pense qu'on était 4 à peu près, là. 4-5, 3-4-5, je sais pas. Puis là, on est comme... on a vu les cartes, puis c'était toutes des cartes poches. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Fait qu'il y en a un qui a bêté, l'autre, en tout cas, moi j'ai collé, l'autre a foldé. Puis là, ben, il y a une autre carte qui est tombée, c'est une figure, là, genre une dame ou un valet, là, je me rappelle plus. Là, le gars, vous comprenez? Fait que, il y a une différence entre se rappeler en détail. Puis, vous savez, c'est quand même une belle qualité d'être capable de décrire en détail ce qui s'est passé, parce que c'est plus facile à ce moment-là, à vous, d'analyser ce qui s'est passé dans le jeu, mais surtout de comprendre ce que vous avez fait de correct, mais de pas correct aussi. Là où vous avez manqué, puis qui vous a coûté des jetons. Alors, c'est une belle qualité, ça. Attention aux détails. En position numéro 6, la motivation. Tu sais, c'est facile de se convaincre qu'on peut gagner, mais c'est encore plus facile de se décourager lorsque la pression se manifeste. Et c'est là qu'il fait la différence entre un joueur qui est motivé et un joueur qui ne l'est pas. Un joueur motivé va toujours trouver une source pour justement lui donner le petit coup de pied dans le derrière, puis lui donner le petit boost qu'il a besoin pour continuer puis survivre le plus longtemps possible dans sa session. En 5e position, j'ai mis la mémoire. Là, je fais un petit parallèle avec l'attention du détail. Vous savez, l'attention du détail, le joueur va comme décortiquer un peu le jeu, nanana, mais la mémoire va permettre non seulement de décortiquer le jeu, mais de mémoriser ou d'emmagasiner ce qui fonctionnait de ce qui ne fonctionnait pas par rapport à ces petits détails-là. Puis, ils sont capables les bons joueurs sont capables de reconnaître le style de jeu de chaque joueur assis à leur table. À un moment donné, là, je veux dire, le portrait se fait assez vite et ils sont capables d'avoir quand même une bonne idée de ce à quoi la table va ressembler durant leur session de poker. En 4e position, j'ai mis le contrôle. Même si la plupart des joueurs tentent de parler à leur adversaire pour leur faire prendre des mauvaises décisions, un bon joueur reste toujours silencieux à chaque main. Même après avoir perdu une grosse main, il garde son émotion à l'écart de la table, puis ça l'empêche les adversaires d'entrer dans sa tête. Moins vous en dites, mieux c'est. Parce que même si un joueur ne semble pas être attentif à ce qui se passe à une table, mettons, il n'est pas dans la main, il regarde la télé parce qu'il y a un match de hockey, je peux vous dire que ses oreilles sont pas mal plus alertes sur ce qui se passe sur la table que sur l'écran. Alors, faites attention quand vous parlez trop. Des fois, j'en connais des joueurs qui sont des super bons joueurs, mais tabaslac, ils parlent tellement. Mais non seulement ils parlent tellement, mais dans ce qu'ils disent, ils disent que eux autres auraient fait à la place de tel joueur dans telle situation. Et ça mine tout. Ça mine tous leurs efforts. Puis c'est dommage parce que, tu sais, quand tu vois un bon joueur, des bons joueurs quand même, qui ont du talent, mais moi, je ne me gêne pas de le dire. Hein. Quand je vois qu'il y a un bon joueur, mais qu'il y a des défauts, ça me fait plaisir d'aller dire « Hey, gars, corrige ça, fais attention à ci, fais attention à ça. » Puis, honnêtement, si quelqu'un viendrait me voir pour me dire certains détails de ce genre-là, certains conseils, moi, je les prendrais là, à bras ouverts. Parce que le but là, au poker, c'est de s'améliorer. C'est pas de se nuire, c'est pas de se détériorer, mais c'est d'être capable d'aller le plus loin possible, le plus longtemps possible, sur une meilleure laps de temps possible. On est rendu dans le top 3. Ben, en 3e position, j'ai pas le choix d'y aller avec l'intelligence. Un joueur qui n'est pas intelligent, c'est sûr qu'il n'ira pas loin. C'est bien évident. Un bon joueur, il est capable de formuler ses stratégies puis de les changer si ça ne fonctionne pas. Puis, vous savez, l'intelligence,
Ça vous permet de vous adapter aussi aux besoins, d'être capable de déduire ce que votre adversaire fait ou ce qu'il prévoit faire et comment prendre ces informations-là puis les tirer à votre avantage au maximum. C'est ça l'intelligence au poker, c'est d'être capable de s'adapter et c'est d'être capable de, non seulement de s'adapter, mais d'être capable de, comment je pourrais dire ça, de contourner des problèmes éventuels et de tirer avantage de ce problème-là. En deuxième position, c'est l'honnêteté envers soi-même. Un bon joueur est capable d'admettre quand il joue mal. Quand il prend une pause, c'est pour se concentrer. S'il est surclassé, il est capable de juger de façon objective si le jeu vaut la peine d'être joué. Et ça, c'est, honnêtement, là, cette qualité-là s'applique, et là je l'encercle en rouge, là, elle s'applique surtout dans un cash game. Un tournoi, tu payes ton buy-in, tu t'assois, tu essaies de te faire le plus loin possible dans le tournoi, puis c'est fini là. Un cash game, quand tu rentres sur la table, c'est ton argent que tu mets sur la table, et tu peux rester là 24, 48, 72 heures si tu veux. Et si tu n'es pas capable d'admettre ou de t'admettre à toi-même que ça va pas bien puis que tu devrais t'enlever de là, ben c'est là que les catastrophes peuvent arriver. En cash game, là, cette qualité-là vaut de l'or. Vraiment. Si vous avez une petite voile, une petite lumière rouge qui s'allume en arrière de votre tête, là, regardez-la comme il faut. Essayez de la comprendre. Et surtout, prenez une décision qui va, pas à l'encontre de la lumière, mais qui va dans le même sens que la lumière. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de prendre une décision, de dire non. Il ne faut pas avoir peur de se lever et de dire « Ok, gars, je suis surclassé, ça ne marche pas. » C'est au contraire, c'est une belle qualité et il faut en profiter quand ça passe. En première position, roulement de tambour, c'est la force psychologique. Les meilleurs joueurs abandonnent jamais, qu'importe la gravité des dommages psychologiques qu'ils subissent. Les bons joueurs savent qu'ils peuvent gagner malgré la tempête. La tempête, des fois, est vraiment longue, puis on a hâte qu'elle finisse. Mais un joueur qui a une bonne force psychologique va être capable de passer au travers sans problème. Vous pouvez pas juger, en fait, un bon joueur ou un mauvais, peu importe, un joueur tout court, là, mettons. Okay? Vous pouvez pas juger un joueur que lorsque vous le voyez gérer l'adversité. Le meilleur exemple, c'est Daniel Negreanu. Écoutez, ça fait des lunes qu'on le voit jouer, ce gars-là. Tout le temps, ça coche. Tout le temps capable de se rendre dans les tables finales. Tout le temps capable de... Hey, il a gagné 19 millions en gains. C'est pas rien, là. Il a gagné 19 millions en tournoi. Et puis, je pourrais dire autant des joueurs cash game comme Phil Ivey, Patrick Antonius, Galfand aussi. Son prénom m'échappe. Vanessa Selps. C'est tous des joueurs qui ont un niveau psychologique très élevé. Ils sont capables de faire face à l'adversité, s'adapter et être quand même gagnant et avoir du succès. Donc, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça et que vous avez trouvé ça intéressant. Il va y avoir des changements au niveau de l'horaire. En 2013, je faisais des émissions à chaque semaine, mais à partir de maintenant, je vais les faire à tous les 2 semaines. Je vais le mentionner sur Facebook, le groupe de Radio Poker. Et vu que je le mentionne dans l'émission, vous pouvez le réécouter sur la chaîne YouTube. Je vais mettre l'émission disponible dans les prochains jours, probablement demain ou bientôt. Et donc, à partir d'aujourd'hui, le 6 janvier, toutes les émissions vont être retransmises ou vont être en direct, c'est-à-dire à tous les 2 semaines, tous les lundis, le premier lundi et le 3e lundi de chaque mois. Donc, prenez-le pour dit. Là-dessus, je vous souhaite de passer une belle soirée, une belle fin de soirée. Bon poker tout le monde et on se reparle dans 2 semaines. Salut! Cette émission était une présentation de PrincePoker.com.